I'm trying to find homeschooler around the world because my daughter start homeschooling, and I'm scared because I see the other children. Maybe they have a beautiful book with un sacco di bei quaderni, tutti uguali, you know. E lei gioca. She play, you know. She's sometimes in a democratic school with other children, but she only wants to play and collect stones. So as a parent, I'm a little bit worried because I don't want that she will be different and the other one see her as like a freak. That's my biggest fear. What's your opinion? Quelle est la première chose que fait un enfant dès qu'on le laisse tranquille? Il joue. Et si on ne l'interrompait jamais, il jouerait Forever. Toujours. Alors pourquoi l'interrompons-nous? Pourquoi? Parce qu'on a peur. Ouais. I fear that the other one go and become adults and learn stuff, and she don't. She just stay there and play. It's a fear. Parce que nous avons peur que de jouer ne suffise pas. Parce qu'on a réussi une chose incroyable qui va à l'encontre des dispositions de l'enfant. On a réussi à séparer jouer et apprendre. C'est incroyable qu'on ait réussi ça. Alors moi, je dois d'abord dire une chose. J'ai l'extrême chance de travailler avec des scientifiques, notamment avec un neurobiologiste allemand, le professeur Dr. Gerald Hüther, qui nous disent des choses mais passionnantes du point de vue de la neurobiologie. Par exemple, nous venons tous au monde avec le meilleur dispositif d'apprentissage jamais inventé, le jeu. Il n'y a pour apprendre rien de mieux que de jouer. Il faut qu'on se le dise. Apprendre n'est pas un métier. Apprendre, c'est l'effet secondaire de notre jeu. Nous jouons. Ce qui reste quand nous jouons, c'est ça l'apprentissage. Je vais détailler parce que c'est important. Mais donc, pour l'enfant, en toute logique, apprendre et jouer sont des synonymes. Il ne peut pas séparer les deux. Et pour cause, c'est nous dans notre ordre du monde et de la société qui avons séparé le jeu et l'apprentissage, mais non seulement on a séparé ces deux choses qui sont inséparables pour l'enfant, donc pour nous à la naissance, ces choses inséparables, non seulement on les a séparées, mais en plus on les a positionnées à l'extrême opposé sur l'échelle du sérieux. D'un côté on a le jeu, pas du tout sérieux, et de l'autre côté on a l'apprentissage très sérieux. Et du coup, on a complètement dégradé le jeu. Le jeu, on en a fait une option pour quand on a du temps, quand on a fini les choses sérieuses. D'où ta crainte. Tu penses, si elle ne fait que jouer, c'est pas sérieux. Or, c'est le jeu, la chose la plus sérieuse de l'enfance. This is super true, but it's like the world is in another way. And if I continue to say, okay, let's Gaia play, be free, maybe at 12 years, she's just playing and be free. And would that be a problem? Maybe because... But you don't know. Yeah, I don't know. C'est ça le problème, c'est que personne ne sait où ça conduit. On a tellement peur du jeu que personne ne peut répondre à la question que devient un enfant que l'on n'interrompt pas dans son jeu. Et pas une journée, pendant 45 ans. Personne ne sait répondre à cette question parce que personne n'a eu le courage de l'essayer. Je suis le seul à pouvoir répondre à cette question dans notre société. C'est étonnant. C'est étonnant de me positionner comme une exception alors que ce que j'ai vécu est ce qu'il y a de plus normal, de plus naturel. Tout enfant vivrait la même chose que moi. C'est quand même spectaculaire, c'est quand même étrange. J'en ai pas fini avec le jeu, parce que justement, on a dégradé le jeu, parce que le jeu est notre dernière liberté. Notre dernière liberté. As adults too. Pour tout le monde. Mais à nous adultes. Alors on ne nous a pas enlevé cette liberté. Si on nous avait enlevé cette liberté, nous nous battrions pour la récupérer. It's like you think that school it's against playing. Alors moi, je pense jamais en termes de contre. Jamais. Je suis pas contre l'école.
Jamais personne chez nous ne s'est décidé contre. Mes parents, quand ils ont décidé de ne pas nous envoyer à l'école, c'était pas contre l'école, c'était pour quelque chose, pour les dispositions spontanées de l'enfant. Pour eux, il était inenvisageable de réveiller leurs enfants le matin. Nous sommes la seule espèce sur Terre qui réveille ses enfants. Pour eux, c'était inenvisageable. Donc, puisque pour eux, c'était pas envisageable, il a fallu qu'ils prennent toutes sortes de décisions pour rendre possible cette décision-là, de ne pas réveiller leurs enfants le matin. Et ça, en plus, tout le monde le peut. C'est pas une question d'argent, de moyens, de privilèges, quels qu'ils soient. Ça ne nécessite aucune richesse intellectuelle ou financière de la part des parents. Ça ne nécessite aucun prérequis de la part des parents, puisqu'on ne part pas des parents, mais on part des enfants. Et comme jouer et apprendre sont des synonymes, il faut quand même qu'on imagine ce qui se passe dans la tête d'un enfant le jour où son papa, sa maman ou toute personne de référence primaire lui dit « Il faut que tu arrêtes de jouer pour te mettre à apprendre ». Pour l'enfant, c'est une injonction paradoxale. C'est incompréhensible. C'est comme si je te demandais de respirer sans prendre d'air. Ne remet en question l'adulte. Jamais l'enfant ne pense que c'est l'adulte qui a un problème. Toujours l'enfant pense que c'est lui qui a un problème. Et quand l'enfant pense qu'il a un problème, ça active dans son cerveau les mêmes réseaux neuronaux que lors d'une douleur physique intense. Donc c'est pas anodin d'interrompre le jeu d'un enfant. C'est pas anodin. Si nous interrompons le jeu de l'enfant, c'est parce que nous ne prenons pas l'enfant au sérieux. Si on prenait l'enfant au sérieux, et si au lieu de partir de nos peurs, de nos craintes, de nos habitudes, de nos concepts, de nos idées, si au lieu de partir de nous, on partait de l'enfant, on verrait que l'enfant joue et que jouer, ça le transforme, sans qu'il ait à devenir quelqu'un d'autre. Et qu'il n'y a plus de jeu de pouvoir. Il n'y a plus le jeu de pouvoir qui géographiquement se positionne au-dessus de l'enfant et dit tel que tu es, il faut que tu changes, tu n'es pas suffisant, il faut que tu deviennes un autre pour me plaire. Et là, l'enfant, comme il veut te plaire, va imaginer que tel qu'il est, c'est pas bien, qu'il faut qu'il change. Tandis que si on part de l'enfant, mais on le voit sans hiérarchie, les yeux dans les yeux, qui ne fait qu'une chose, c'est de jouer et de savoir que grâce au jeu, il va se transformer, il va changer, il va évoluer sans avoir à devenir un autre. Un'altra cosa che io noto che manca apprendendo liberamente, la capacità magari di finire una cosa, più finire. Perché se non c'è qualcuno che mi dice tu devi fare questo, magari il bambino non lo finisce, passa a farne. Mais ça, c'est une motion de censure à l'enfance. C'est penser que l'enfant n'a pas cette capacité-là. Or, l'enfant nous montre tout le temps une incroyable constance. Les enfants sont capables de jouer au même jeu tous les jours, d'entendre la même histoire tous les jours, 1000, 2000, 10 000 fois. C'est eux qui ont la concentration, c'est eux qui ont la constance, et c'est nous qui les interrompons toujours. C'est nous qui venons toujours leur dire de changer. C'est nous qui venons dire tu ne peux pas faire que jouer, il faut aussi que tu fasses autre chose. C'est nous qui interrompons l'enfant. Et c'est nous qui l'empêchons justement de s'approcher pas à pas de tout ce qui fait ses intérêts. Parce qu'il y a encore une chose qu'il faut dire au sujet de l'apprentissage, et elle m'a l'air primordiale. C'est qu'on a fait de l'apprentissage une chose que l'on doit faire. Parce qu'on nous a appris à faire des efforts. Les enfants sont capables de dépasser dans leur jeu des limites, de faire dans leur jeu des efforts qu'ils ne feraient jamais si on leur demandait de le faire. Et on demande toujours aux enfants de faire des efforts comme on leur demande de faire des progrès. Mais demander à l'enfant, ou à quiconque, à nous-mêmes, de faire des progrès, c'est dire à l'enfant, il faut que tu poses ton regard sur le fait de devenir. Tu dois toujours être concentré sur devenir. Et du coup, à force d'être concentré sur devenir, il n'a plus la possibilité d'être. Et être, c'est maintenant. On parle des enfants aujourd'hui avec de la même manière discriminante. Il y a des gens qui se permettent de dire les enfants ont besoin d'eux. Ha besoin de discipline. Quoi que ce soit. Quand on dit les enfants ont besoin, c'est un problème. Mais qui sommes-nous pour savoir ce dont les enfants ont besoin? On ne peut pas dire les femmes ont besoin de règles, de discipline. On ne peut pas le dire. Les femmes ont besoin de limites. Les noirs ont besoin de limites. Qu'est-ce que c'est un enfant? L'enfant, c'est le gardien de nos potentiels. Les programmes génétiques
ne savent pas où et quand nous allons venir au monde. Ça pourrait être il y a 5000 ans, ça pourrait être dans 5000 ans, ça peut être sur la banquise du pôle Nord, du pôle Sud, ça peut être dans le Sahara, à l'époque des dinosaures. Non, ça peut pas, mais bref, ça pourrait être n'importe quand, n'importe où. Et donc, les programmes génétiques ont développé un dispositif capable d'apprendre très vite tous les environnements pour s'y adapter. Et ce dispositif, c'est nous. Nous venons au monde avec vraiment un océan de potentiel. Seulement, selon le monde dans lequel on est venu au monde, certains de ces potentiels sont sollicités et d'autres pas. Et ceux qui sont sollicités, c'est très peu. Et les quelques potentiels qui sont sollicités se développent, tandis que tous les potentiels qui ne sont pas sollicités se rétractent. Jusqu'à disparaître. Et c'est comme ça qu'au cours des premiers mois de notre vie, nous perdons au fur et à mesure une hémorragie, comme on perd du sang, et ben on perd nos potentiels. On perd nos potentiels jusqu'à devenir une version extrêmement simpliste de ce que nous aurions pu devenir. L'humain intégral, c'est l'enfant qui le porte en lui et qui nous le montre. Et donc ça nous incite à une nouvelle attitude face à l'enfant, une attitude de confiance. La confiance, c'est de ne plus penser de toi qu'il faut que tu changes, qu'il faut que tu sois un autre. La confiance, c'est de penser sincèrement. Tant que c'est un effort, ça ne marche pas. C'est de vraiment penser que sincèrement, j'ai confiance en tes incroyables potentiels, que j'ai confiance en tes incroyables dispositions spontanées. Pendant des décennies, on a cru que nos gènes définissaient notre intelligence, que c'était la génétique qui programmait notre cerveau. Je parle là des travaux du professeur Hutter, de ce neurobiologiste allemand avec lequel j'ai la chance de travailler. Il y a quelques années, on a fait une découverte spectaculaire. On a découvert que dans le cerveau des jeunes de nos jours, la zone qui commande les mouvements du pouce, cette zone-là est beaucoup plus développée dans le cerveau des jeunes de nos jours que dans le cerveau des jeunes d'il y a 50 ans. Oui, ça vient des SMS. Pourquoi ce qui marche tellement bien pour l'écriture des SMS, pourquoi ça, mais ça marche mais alors pas du tout pour l'apprentissage des mathématiques? C'est parce qu'il manquait un élément qu'on a découvert récemment. Et tu auras vu qu'il y a plein de choses comme ça qu'on découvre au fil du temps actuellement, qui sont même toutes ces découvertes importantes, l'épigénétique, etc. Ça n'a pas une décennie, c'est tout récent comme découverte. Et tout d'un coup, on a découvert que notre cerveau se développe là où nous l'utilisons, quand nous l'utilisons avec enthousiasme. Et ça, c'est extraordinaire. Ce mot, c'est la clé des choses. C'est extraordinaire que la neurobiologie nous apporte dorénavant la preuve d'une chose qu'on savait tous. On savait tous que l'enthousiasme nous donne des ailes. On savait tous que l'enthousiasme nous rend capable de tout. On savait tous qu'en état d'enthousiasme, on est capable de passer par-dessus toutes les limites. On est capable... Quand on est enthousiaste, on est tout simplement génial. On le sait, ça. Mais maintenant, la neurobiologie nous montre ce qui se passe. Nous montre qu'au bout des longs filaments sont sécrétés des cocktails de neurotransmetteurs, neuroplastiques, qui agissent sur le cerveau comme de l'engrais. Et c'est le mot de la neurobiologie, l'enthousiasme. C'est l'engrais du cerveau. Et on est tous venus au monde équipés de cet enthousiasme. And how can I teach to my daughter the enthusiasm? Or can I preserve the enthusiasm? I think maybe school cannot preserve the enthusiasm. Alors, sometimes, how can I preserve this? You cannot. How? Non. Gosh, I'm here. I fly Non. for I don't know. On peut pas parce que l'enthousiasme c'est pas un médicament que je peux te donner, c'est pas un bouton sur lequel j'appuie. Je peux pas venir te prendre et te dire allez enthousiasme-toi, c'est important pour toi de t'enthousiasmer, c'est bon pour ta santé, vas-y enthousiasme-toi. On peut pas faire ça. On peut pas parce que l'enthousiasme il n'a qu'une chose. Tu veux un enfant enthousiaste? Oui. Il faut lui
être un exemple de ce qu'est l'enthousiasme. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à l'enthousiasme. C'est tellement naïf qu'on n'ose presque pas le dire. Mais on veut tous des enfants qui un jour seront des adultes heureux. Mais alors il faut leur montrer aujourd'hui ce que c'est qu'un adulte heureux. Ça nous rappelle notre responsabilité d'exemple, de modèle en permanence pour les enfants de ce monde. Et pour l'enthousiasme, c'est intéressant de savoir qu'on a mesuré une tempête d'enthousiasme dans le cerveau d'un enfant toutes les 2 à 3 minutes. Dans le cerveau d'un enfant de 2 à 3 ans, il y a une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. C'est-à-dire que, comme ils ne connaissent pas de hiérarchie entre les choses, entre les métiers, pour eux, tous les métiers, toutes les choses, toutes les matières sont enthousiasmantes. Tu es responsable de ton authenticité. C'est la seule chose, tu n'es pas responsable du bonheur de tes enfants. Tu es responsable de ton bonheur qui sert d'exemple à tes enfants et qui va définir le bonheur de tes enfants. Ça oui. Mais tu n'es pas responsable du bonheur de tes enfants parce que si tu te sens responsable et écrasé par la responsabilité, tu vas te mettre à vivre devant eux l'inverse de ce que tu voudrais. Tu vas leur montrer un adulte qui se sacrifie pour avoir des enfants heureux. Et donc un jour... It's always happen. That's my sacrifice for you. Now I work because you can make a better school. Voilà. Si tu fais ça, un jour tes enfants feront comme toi. Tu veux des enfants heureux qui ne se sacrifient pas, tu te sacrifies devant eux pour qu'ils n'aient pas à le faire. Sacrifice is never good. Sacrifier n'est jamais juste, n'est jamais authentique si c'est ressenti comme un sacrifice, parce que ça sert d'exemple à tes enfants qui vont le faire un jour. Et donc, ils feront ce dont tu as voulu les préserver. Parce que tu n'as pas eu la conséquence. Si tu ne veux pas de sacrifice pour tes enfants, tu ne peux pas vivre devant leurs yeux le sacrifice. And how it was your father? Mon père a toujours été pour moi un exemple, dans tous les domaines. Mais tu vois, c'est intéressant de parler de mon père, parce que mon père est un exemple dans tous les domaines pour moi, mais j'ai pas du tout envie d'être mon père. Non, il est tellement lui, qu'il me donne envie d'être autant moi que lui et lui. Et c'est comme ça que les enfants regardent les gens qui les inspirent. And what kills enthusiasm in children? Who or what? Alors ça, ce qui tue l'enthousiasme chez les enfants, je vous laisse le soin d'y réfléchir. Mais c'est très certainement les hiérarchies. Parce que par exemple, si ton enfant veut devenir éboueur, ça va peut-être te stresser, tandis que s'il te dit qu'il veut devenir avocat ou architecte ou médecin, waouh, ça c'est... Tu vois, et donc on a ces hiérarchies. On a ces horribles hiérarchies entre les matières et entre les choses. Et donc cette classification entre les métiers, cette classification entre les matières, l'enfant s'en rend très vite compte. Et ça conditionne son enthousiasme. Il y a un génie dans chaque enfant. Il y a un génie dans chacun d'entre nous. And do you feel that you have this enthusiasm and these aperture of the spirits when you were teenager? Mais je l'ai jamais quitté. Oui. J'ai jamais quitté l'enthousiasme. On ne m'a jamais... And why you are so lucky? Oui, c'est une grande chance. Et j'en suis très reconnaissant. Mais c'est une chance, mais c'est pas un privilège, parce que ce serait le cas de chaque enfant. Et que tout ce dont on a parlé jusqu'ici, ça ne coûte rien. But why? If you need to tell me the three things that made you so with this power. La confiance, le lien et l'amour. And you think that the background that live here in Paris with an artist as a father doesn't matter? Rien de tout ça n'a d'importance. C'est pas l'horizon des parents qui définit celui de l'enfant. L'horizon de l'enfant, c'est le monde entier. Parce qu'on nous a dit aussi qu'il fallait rendre les enfants autonomes, mais pour avoir des enfants autonomes, il faut leur donner un maximum d'attachement. Alors ils sont dans la confiance, et ce sont les enfants les plus autonomes et les plus indépendants, le plus rapidement que l'on puisse observer, c'est toujours ceux qui ont reçu le plus d'attachement. Et donc, l'enfant, dès qu'il a reçu la confiance, va dans le monde à la rencontre des autres et de leur diversité. Et le pire qui pourrait arriver à un enfant, c'est d'être
d'être enfermé à la maison. It's strange because her Gaia's grandfather, some days ago, she told us, "She's girl is too free. She always say what she wants. If you don't be aware, when she will be 12 years old, she will take the door and go away because she don't like what are you doing. So you need to have more power with her." So it's the contra. It's the opposite of what you said to me. Je me méfie toujours des jeux de pouvoir. Je me méfie toujours de l'idée qu'on doit avoir le pouvoir, qu'on doit avoir le contrôle sur quelqu'un. Que ce soit une femme, un animal ou un enfant. Ils ont besoin d'exemples. Si en tant que exemple tu es discipliné, enthousiaste, constant, ce qui est notre nature, hein, mais l'enfant va être comme toi. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. C'est pas un jeu de pouvoir, c'est un jeu d'exemple. Et le problème des enfants, c'est que leur disposition spontanée, c'est de toujours abandonner leur nature au profit de ce que préfèrent leurs personnes de référence primaire. Les préférences de leurs parents ou de leurs personnes de référence primaire sont, dans le cœur des enfants, toujours plus importantes que les leurs. Et c'est terrible en ce qui concerne la personnalité d'une personne. Et cet enfant blessé porte encore sur lui-même le regard qui a été porté sur lui quand il était enfant. C'est-à-dire que les yeux que le monde a posés sur toi quand tu étais enfant sont encore les yeux que tu poses sur toi-même. C'est toi qui dois avoir le contrôle. C'est toi qui décides. Et quand tu décides, l'enfant doit faire ce que tu dis. Oh, mais c'est comme si on disait ça de nos femmes. Et ça marchait il y a 50 ans. On pouvait dire quand l'homme a décidé, la femme doit obéir. On peut plus le dire maintenant. Non, bah tu le peux dire pour les enfants. Mais on peut le dire pour les enfants, encore. Et mon job s'arrête le jour où on peut plus le dire au sujet des enfants. Et c'est pas du laisser-faire, et c'est pas les enfants qui prennent le pouvoir, c'est l'absence de pouvoir. C'est pas parce que je ne suis pas allé à l'école que je suis aujourd'hui comme je suis, c'est parce que j'ai été respecté dans mes rythmes. J'ai pu m'intéresser aux choses lorsqu'elles m'ont concerné. J'ai pu m'y consacrer aussi longtemps que j'ai voulu. Et je n'ai jamais eu à prendre pour moi les hiérarchies de ce monde. Et ces facteurs conjugués me mènent où j'arrive. Mais ça pourrait être le cas pour chacun. Un'altra parola chiave, credo che sia disciplina. No? Che cos'è per te la disciplina? Questa è una cosa che bisogna insegnare. Mais la discipline, l'enfant est capable d'une constance et d'une autodiscipline incroyable. Si tu vois combien un enfant est capable de se discipliner quand il s'agit de faire des choses qui lui font peur, mais dont il a tellement envie, de grimper aux arbres. J'ai un exemple concret. Antonin, mon fils, avait 3 ans le jour où il a voulu conduire la tondeuse à gazon. Alors la tondeuse à gazon, il voulait absolument la conduire vraiment. Il voulait que le moteur tourne parce qu'il aime les moteurs. Et il voulait aussi que la lame tourne parce qu'il voulait tondre le gazon. Donc tu vois, il faut passer par-dessus nos propres limites d'adultes. Bon, il faut quand même imaginer ce que ça veut dire pour un enfant de 3 ans de conduire une tondeuse à gazon. C'est comme ça. C'est comme ça, il pend. Et en plus, il y a le moteur qui le secoue. Et quand il lâche pour rouler avec la machine, ça l'entraîne à toute allure. Et il va courir derrière la tondeuse à gazon. Il va courir derrière la tondeuse à gazon pendant 3 quarts d'heure. C'est épuisant. Personne, ni toi, ni moi, ni personne là, n'aurait jamais le courage, la force et la discipline de courir derrière une machine grande comme 2 camions par rapport à toi ou à moi, et qui court devant à toute allure, de toute sa puissance. Personne d'entre nous ne ferait ça, parce que ça demande, c'est à la limite de la douleur. C'est trop vite, trop fort, trop puissant, trop bruyant, trop longtemps. Mais il le fait.
Il le fait parce que jusque dans les dernières fibres de son être, il le souhaite, il le veut. C'est une incroyable discipline. Et ça, c'est la différence entre la discipline qui vient de l'intérieur, qui vient du désir et du plaisir que nous avons à faire les choses. C'est la différence entre cette discipline-là, qui est notre discipline intrinsèque, et celle qu'on pourrait nous passer par-dessus comme un gant, qui est la discipline qui vient de l'extérieur. Parce que si ce même jour-là, j'avais dit à Antonin, pour que tu apprennes que dans la vie, il n'y a pas que des choses agréables, que dans la vie, il faut faire des efforts, que dans la vie, il faut dépasser ses propres limites, et qu'il faut parfois faire des choses difficiles ou dont on n'a pas envie. Si j'avais dit à Antonin, pour apprendre la discipline, aujourd'hui, je te donne comme obligation de conduire cette énorme tondeuse à gazon, eh bien, il n'y aurait eu que la souffrance, que la douleur. Il ne l'aurait pas fait, il n'aurait pas pu le faire. Il n'y serait pas arrivé. Il ne serait resté que trop vite, trop puissant, trop bruyant, trop lourd, trop rapide. Ça, c'est l'incroyable différence entre la discipline intrinsèque et la discipline qui nous est imposée de l'extérieur. Everyone follow your instruction. We will miss, I don't know, people that work in una fabbrica or work in a supermarket. Mais It will be a great problem for the system. it would be a problem for the system. Ça serait un problème pour le système. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle le système nous fait croire que ça ne serait pas possible. So it will be a problem. We'll have an army of artists, an army of... Non, on aurait une armée de gens enthousiastes. Et je te promets que, tu vois, parce qu'on me dit souvent, ouais, mais si tout le monde vivait d'après ses enthousiasmes et ses rythmes, et qui ramasserait les poubelles? Ben, mon fils. Mon fils est un enthousiaste du métier d'éboueur parce qu'il ne connaît pas les hiérarchies entre les métiers. Et donc, chacun trouverait son enthousiasme. Et on aurait un monde d'enthousiastes. Ah oui, ça changerait. Ça changerait le monde. Mais c'est en train de changer. Et plus on en parle, plus ça change. C'est parce que nous voulons des enfants heureux. Et nous les interrompons dans ce qui les rendrait heureux pour qu'ils soient heureux. C'est incroyable. Et tout ça, c'est de la bonne volonté. On le fait par amour. On le fait parce qu'on veut un jour des enfants qui sont des adultes heureux. Et à force de vouloir des enfants qui un jour sont des adultes heureux, on en oublie de vivre devant leurs yeux ce que sont des adultes heureux, ce qui serait la seule manière de garantir qu'un jour ils seront des adultes heureux. That's the point. That's the point. Una persona che è competitiva con gli altri, e come fai a tirar fuori il meglio di te se non sei competitivo? My mother makes this question for you. L'enfant est toujours en train de donner le meilleur de lui-même. Parce que l'enfant ne connaît rien d'autre que le meilleur de lui-même. Et l'enfant est d'une générosité totale. Et j'adore cette question. Merci. L'enfant est d'une générosité totale. L'enfant est toujours en train d'extraire des tréfonds de son âme tout ce qu'il y a de mieux pour nous en faire cadeau. Toujours. Et c'est pas par compétition, c'est par l'inverse. C'est par l'amour. L'enfant ne pense que en termes de toi et moi, ensemble. On est capable de choses qu'on ne pourrait pas faire seul. Le meilleur This de is true, moi... but they are competitive. Non. Non. When they play Non. soccer, they are not C'est competitive. nous qui introduisons ces règles-là. Mais pourquoi pas? Mais c'est pas la nature de l'enfant. C'est ça dont il faut qu'on se rende compte. Et tu sais, ça commence très tôt. Et j'ai assisté à ça, c'est parfois impressionnant. On est tout le temps en train de dire à l'enfant, allez, oui, c'est bien, t'as gagné, t'es le meilleur. Allez, il faut faire des efforts pour être le meilleur, etc. C'est nous qui faisons ça. C'est nous qui disons, viens, on va jouer pour voir qui est le meilleur. Viens, ouais, t'as gagné, ouais, t'es le champion. C'est nous qui introduisons tout ça dans le monde de l'enfant. Si l'enfant a survécu à sa naissance et aux premiers mois et aux premières années de sa vie, c'est seulement parce qu'il y avait quelqu'un qui était solidaire. Ça, c'est l'expérience de l'enfant qui ne pourrait pas survivre sans l'autre, ne serait-ce que le regard de l'autre. Me, when I was 6 years old, all my world was with my friends playing at school. So, and they feed my immaginario. So, who feed your immaginario? Tous mes amis. Too? Tous mes amis. Because you are with lots of children.
Non, lots of people. Cette idée que les enfants ont envie d'être avec des enfants, ça c'est une idée, c'est un conditionnement, c'est une idée que l'on croit corroborée par l'observation de la réalité, mais qui est quand même fausse. Les enfants, on pense, vont vers les enfants. Erreur. Les enfants vont vers ceux qui jouent. Et dans notre monde, ceux qui jouent, ce sont les enfants. Mais si on met un adulte Always qui the joue... guy, play, daddy, come and play, mommy, come. No, we cannot. No, we can. That's always the Si same. tu prends un adulte et que si tu prends un adulte qui joue et que tu le mets quelque part, tu vas voir tous les enfants aller vers lui. Pour une raison toute simple. Les enfants veulent toujours être comme nous, comme les adultes. Mais ils veulent toujours jouer. Or, ils n'arrivent jamais à combiner les deux. Puisque comme les adultes ne jouent pas, être comme un adulte, ça veut dire ne pas jouer. Donc, s'il y a tout d'un coup un adulte qui joue, ça leur permet les deux choses, de jouer et d'être comme un adulte. Bingo. Et c'est pour ça qu'ils y vont. Et c'est pour ça que tout d'un coup, on se rend compte, les enfants ne vont pas du tout vers les autres enfants, les enfants vont vers les autres. Ils ne connaissent pas le racisme, ils ne connaissent pas le sexisme, ils ne connaissent pas le spécisme. Ils vont vers les autres espèces, les autres animaux et le vivant. Ils vont à la rencontre du vivant à bras et à cœur ouverts et ils cherchent l'enrichissement par la différence et par les intérêts communs. Mais du coup, l'âge n'a aucune importance. Quand je vois Antonin se passionner pour les fusées, il est lié d'amitié à un ingénieur de l'ESA, qui est un homme qui n'a pas loin de 50 ans. Il y a 45 ans d'écart entre tous les deux. Et c'est pas un problème parce que ce qui les unit, c'est leur enthousiasme pour ce sujet. Et ce qui les enrichit mutuellement, c'est leur différence. Non, justement, on n'a pas compartimenté ma vie. Elle n'est pas divisée en 45 minutes de mathématiques, 45 minutes de géographie, 45 minutes de jeu, et puis après il faut arrêter le jeu. Moi, les jeux... It's learning time, André. Voilà. Les jeux, j'ai jamais eu à les interrompre. Je vois ça chez Antonin, mon fils, et même Benjamin, qui n'a que 5 mois, mon deuxième fils, qui, lorsqu'il est en train de s'occuper de quelque chose, ne serait-ce que de jouer avec un bout de tissu, on voit que il a la confiance qu'il peut faire ça autant de temps que nécessaire. Si tu as la certitude que tu vas pouvoir les continuer avec le même sérieux et la même intensité, c'est pas un problème de l'interrompre parce que maintenant quelque chose d'autre est aussi important. Dove e come hai imparato a crescere un figlio così? Comment as-tu commencé? Par quoi as-tu commencé pour faire grandir tes enfants de cette manière-là? Ah, il s'agit de ça. Oui. On ne peut pas dire que j'ai commencé. C'est quelque chose qui était naturel. Pour moi qui travaille avec des enfants depuis de très nombreuses années, je sais ce dont les enfants ont besoin, je sais comment les enfants se développent naturellement. Et je savais que l'école leur enseigne des choses inutiles et je ne voulais pas leur imposer ça. Par conséquent, je savais que l'enfant doit avoir une grande liberté et grandir selon ses besoins et que le rôle des parents, c'est de les soutenir dans cette envie, dans ce désir. Pour moi, c'était une évidence. Ouais. Tu as enlevé le couvercle? Merci. Tu mets là-haut. Ti sei mai sacrificato per i tuoi figli? Tu t'es sacrifié pour tes enfants? Ah non, j'ai jamais eu le sentiment que je me sacrifiais pour mes enfants. Non, nous avons partagé la vie. Et c'est normal de partager la vie avec ses enfants. On ne se sacrifie pas. Les enfants ne sont pas les victimes de leurs parents et les parents ne sont pas les victimes de leurs enfants. Non, c'est une commune vie. C'est quelque chose que l'on partage chaque jour et qui est réjouissant, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Qu'est-ce que tu conseillerais pour faire grandir une jeune fille libre? Moi, je ne donne pas de conseils. Peut-être que nous sommes un exemple d'une famille unie, mais je n'ai pas de conseils à donner. Sûrement pas, parce que chacun résout ce problème. Mais il faut que l'on sache que l'on peut vivre d'une autre manière que la manière habituelle dans notre société, qui n'est pas normale, qui n'est pas recommandable même.
où les enfants ne connaissent pas leurs parents, où les parents ne s'intéressent pas réellement à leurs enfants. Il faut vivre d'une autre manière ensemble. Mais ça commence très tôt, ça commence déjà dans le mariage. Il y a des gens qui se marient et qui continuent à vivre comme des célibataires qui se rencontrent de temps en temps. Ce n'est pas comme ça que j'entends le mariage. Et c'est la même chose quand il y a des enfants. Il y a des gens qui vivent comme s'il n'y avait pas d'enfants, continuent à vivre comme avant. Et ça n'est pas normal. Il faut vivre avec ses enfants. Et avoir des enfants, ça transforme complètement la vie quotidienne. Et ça vaut la peine parce que c'est très enrichissant. C'est pas l'école et la non-école. Il ne s'agit pas d'opposer ou de comparer des choses. Il ne s'agit pas de quantifier. Il ne s'agit plus de quantité, il s'agit de qualité. Et vraiment, vraiment, c'est est-ce que je rentre en résonance? Est-ce que je rentre en relation, les yeux dans les yeux, avec un autre vivant, qu'il soit un enfant, un animal, une femme, un homme, un blanc, un noir, un rouge ou quoi que ce soit. C'est cette attitude de respect face à l'enfant. Et un enfant qu'on respecte, respecte. Un enfant auquel on montre l'enthousiasme, s'enthousiasme. Un enfant n'a pas besoin qu'on lui apprenne la tolérance. Parce que l'enfant ne connaît pas l'intolérance. Et c'est la clé des choses. Et comme il ne connaît pas l'intolérance, il nous montre un monde meilleur. Ce monde meilleur que les enfants nous montrent tout le temps, ce ne serait pas nécessaire de se battre pour l'obtenir. Il suffirait de ne pas trop nous éloigner de notre état natif. On est tous venus au monde comme ça. No one told you, haha, you don't go to school, you are ignorant. No one. Ben non. Non, parce que je ne fréquentais pas de personnes. Dans la vie, nous choisissons nos amis, nous les choisissons. C'est seulement à partir du moment où ils nous sont imposés par des critères extérieurs, l'âge, le lieu d'habitation, alors peuvent naître ces difficultés-là. Mais quand c'est moi qui te choisis et toi qui me choisis et nous deux qui choisissons celui-ci et ainsi de suite, naissent ces relations humaines sincères et entières. So you don't have to be with people that you don't like. Non, c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi. Mais ce n'est pas une obligation, c'est un souhait. It's super hard. When you are 6 or 7 years old, it's very hard to do this. Because Non, il n'y a pas d'âge pour ça. C'est dur de se sentir exclu dans tous les cas. Mais on ne se sent exclu que si on attribue une valeur à ceux qui nous excluent. C'est-à-dire si on croit en certaines valeurs, par exemple on croit aux valeurs de l'argent, et les gens qui ont de l'argent vont exercer un pouvoir sur nous. Si tu ne crois pas en ces valeurs, tu n'es pas la victime de cette prise de pouvoir-là. Et du coup, tu crées un nouvel environnement dans lequel ces choses-là ne se passent même pas. Et les enfants, eux, ils vont vers les autres pour créer du nouveau, des nouvelles relations, créer un nouveau monde plein de tolérance, de curiosité, d'ouverture d'esprit et du cœur. C'est ça l'esprit de l'enfance. C'est ça l'esprit de l'enfance. Et il n'est pas nécessaire de redévelopper ça. Il suffirait de ne pas trop nous éloigner de notre état natif. Regarde quels sont nos exemples dans ce monde. Einstein, Steve Jobs, etc. C'est tous des gens qui n'avaient pas de diplôme ou qui ont interrompu leurs études. Tous les gens, la plupart des gens qui sont vraiment admirables dans ce monde sont en général des gens qui ont été de très mauvais élèves. C'est amusant parce qu'on voudrait que de tous nos enfants, on voudrait qu'ils soient des Einstein, mais on veut qu'ils soient Einstein avec un parcours scolaire exemplaire, ce qui n'a pas été le cas d'Einstein, qui n'a pas été le cas de Steve Jobs, de tous ces gens que nous aimons. C'est très intéressant. Hein. Nous oublions que ce qui permet à quelqu'un d'avoir la réussite sociale et professionnelle de ces gens-là, ce qui leur a permis d'arriver à ça, c'est leur enthousiasme, leur capacité à jouer et le fait qu'ils n'ont jamais renoncé alors que tout le monde leur disait « tu vas jamais y arriver, c'est pas possible, c'est impossible, etc. » L'histoire avec un grand H est pleine de toutes petites histoires avec des petits H qui nous racontent qu'à chaque fois quelqu'un a eu le courage de faire les choses alors qu'on lui a dit non, pas possible, etc. L'histoire est pleine de ça. Le cinéma est plein de ça. On admire, on adore qu'on nous raconte des histoires comme ça. Presque toutes les histoires sont des histoires de choses impossibles qu'on a fini par faire quand même parce qu'on en avait la conviction et le désir. Et ça s'arrêterait à nos enfants. C'est valable pour les héros au cinéma, mais pas pour nos enfants. Sad. Sad, very sad.
L'enthousiasme a un effet secondaire. Si tu es très enthousiaste, tu vas t'intéresser toute la journée à quelque chose. Tu vas faire une accrétion de tout le savoir qui passe et tu vas devenir ultra super compétent. Mais l'ultra compétence, elle a aussi un effet secondaire. C'est le succès professionnel, le succès social, la réussite. C'est parce que tout d'un coup, comme tu es ultra compétent, il y a quelqu'un qui a besoin de ta compétence maintenant et ta qualification lui est complètement égale. C'est pour ça qu'il est temps de parler d'autre chose. C'est pour ça qu'il est temps de dire le succès professionnel et l'effet secondaire de l'enthousiasme. Alors enthousiasmons-nous.